Patrick Yogo, bonjour. Bonjour, monsieur Amba. Mais dans votre CV, vous écrivez catholique. Pourquoi cette précision? Parce que je pense que ce qui fait un homme, c'est surtout sa spiritualité. Alors, la religion est pour moi quelque chose qui assoit cette spiritualité. Pour ma part, je suis chrétien catholique et c'est ainsi que j'ai précisé que j'étais chrétien catholique. Mais ça vous apporte quoi, cette spiritualité? Ça me permet de faire la part des choses entre ce qui est temporel et ce qui est éternel. De comprendre que nous sommes finalement ici-bas que des pèlerins. On finira par passer comme ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront après nous. C'est pour ça qu'il faut laisser des choses qui nous survivent. Et là où on sera, si c'est un endroit où on pourra se souvenir de ce que l'on a fait, on pourra être satisfait. On voit dans votre parcours, vous êtes plutôt du secteur privé. Tout à fait. Donc maintenant vous travaillez chez Solvay. Oui. À quoi ça consiste, votre occupation? Je suis en effet employé chez Solvay, qui est une entreprise qui est plutôt dans la pétrochimie. Et Solvay, c'est une entreprise séculaire. Oui. Oui. Donc la base, le core business de Solvay, c'est surtout le carbonate et le bicarbonate. Et c'est en tant que membre du Customer Care Service, désolé de le dire en anglais, que je suis employé et que j'offre mes services à Solvay. Mais y a-t-il des relations entre Solvay et le Congo, quelque part? Le carbonate est utilisé dans beaucoup de choses, par exemple dans les industries pour lutter contre la pollution et dans tout ce qui est par exemple la pâtisserie, etc. Et je sais que nous avons effectivement des clients dans la brasserie qui sont en République démocratique du Congo. Hier, c'était le 17 mai. Oui. Ça évoque quoi pour vous, le 17 mai? Le 17 mai, pour moi, c'est le coup d'arrêt d'un processus démocratique qui avait commencé en 1990. Souvenez-vous, le 24 avril, le président Mobutu, après avoir écouté la voix du peuple et la voix de la communauté internationale, avait concédé qu'il fallait retourner à la démocratisation, au multipartisme. Et pour moi, le 17 mai, avec l'arrivée de l'AFDL portée par le Rwanda, par l'armée rwandaise, c'est vraiment un coup d'arrêt. Et ougandaise. Et ougandaise, c'est vraiment le coup d'arrêt au processus démocratique qui était bien avancé, car nous avions déjà un acte constitutionnel de la transition qui allait nous conduire à la Troisième République où nous sommes aujourd'hui. Oui, mais certains ont dit que la transition était interminable, ça commençait en 90, on était en 97, toujours en transition, qu'il fallait finalement donner un coup de pied à la fourmilière. Les résultats sont là. En faisant cela, on a mis en place un système qui est plutôt prédateur et non basé sur l'arrivée au pouvoir par la volonté du peuple. Mais à vous entendre parler, on dirait que 22 ans après Mobutu, rien n'a changé. Absolument. Rien n'a changé, ou si quelque chose a changé, ça a empiré plutôt. Un exemple. Écoutez, avec le président Mobutu, lors de son administration qui était plutôt une administration de parti-État, nous avions des élections à période régulière et fréquente. Candidat unique. Même si le candidat était unique. Mais nous avions un système d'État qui fonctionnait plus ou moins bien. Vous avez vous-même été, je pense, un diplomate et vous savez que nos réseaux étaient très très bien outillés et fonctionnaient convenablement. Aujourd'hui, si on ne peut parler que de la diplomatie, combien de sièges sont-ils laissés vides par la diplomatie congolaise par manque de vision diplomatique à long terme sur ce qui se passe dans le monde, et nous sommes en plein dans une révolution mondiale. Je vois sur votre veston l'insigne du MPR. Oui. Que pensez-vous de ce qui pourrait vous dire que vous souffrez de la nostalgie mobutiste? C'est un raccourci. Et quelque part, je pense que la nostalgie, ça nous fait du bien de penser à ce qui allait bien avant. Pour ma part, le MPR, si j'ai mis cet insigne, non seulement parce que je suis le porte-parole du MPR pour la fédération extérieure ici en Belgique, mais surtout parce que le MPR, lorsqu'il a été composé, formé par tous les différents leaders politiques que vous connaissez, c'était surtout pour sortir le pays d'un chaos qui était quasi insurmontable. Ces gens ont réussi à trouver
une solution particulière à la République du Congo pour pouvoir en sortir et s'approprier non pas seulement le pouvoir politique qui avait été arraché par l'indépendance, mais aussi le pouvoir économique qui était encore entre les mains du colonisateur belge. Car si vous le savez, vous pouvez vous en souvenir, entre 60 et 65, les recettes qui provenaient de nos mines du Katanga allaient encore dans les comptes de l'État belge. Vous avez étudié au Katanga? Étudier, c'est trop dire. Faire l'école secondaire? J'étais à l'école primaire, en effet. Ah, l'école primaire. Vous êtes resté combien d'années là? Oh, toute ma prime enfance, donc jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Vous êtes natif de l'Équateur? Je confirme. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez au Katanga, avez-vous été brimé du fait que vous n'étiez pas du Katanga? La distinction entre les origines ethniques des gens, je ne l'ai pas connue. Peut-être parce que j'étais enfant, mais même le personnel qui était à la maison ou mes amis ou ailleurs, je n'ai jamais su de quelle origine ils étaient. Pour moi, nous étions tous zaïrois, quelles que soient les fonctions qu'on occupait, quelle que soit la religion qu'on avait, nous étions simplement des zaïrois. Qu'est-ce que vous pensez du retour en force du tribalisme actuellement, surtout depuis qu'on a eu les élections du 30 décembre 2018? Je pense que c'est purement artificiel. Comment ça? C'est purement artificiel parce que toutes ces années, nous n'avons connu que très peu de conflits interethniques. Ce qui est mis en avant ici, c'est une sorte de distraction, mais on dirait plutôt même de l'illusion. Mais qui a intérêt à nous distraire? Ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir, pas seulement politique, mais du pouvoir économique, et donner à l'opinion publique nationale ce plaisir de discuter des personnalités, des conflits, sans tenir compte des vrais enjeux qui sont... À qui faites-vous allusion? Moi, je ne tiens pas à personnaliser la question de la République. Je vous laisse le soin d'évoquer qui vous pensez être à la base de tout cela. Simplement, ce que je peux dire et redire, c'est que c'est purement artificiel. Il n'y a rien dans la nature du Congolais d'aujourd'hui, du Zaïrois d'hier, qui les oppose, que ce soit ceux qui vivent dans la province du Bandundu ou du Kasaï. D'ailleurs, on voit toutes les ethnies dans toutes les régions. C'est probablement l'œuvre non seulement de Mobutu, mais de cette classe politique de l'époque qui a voulu faire table rase de toutes ces dissensions ethniques et tribales. Mais est-ce que vous pensez que les différents dirigeants, depuis Mobutu jusqu'à ce jour, ont une part de responsabilité dans cette résurgence du tribalisme et du régionalisme? Je ne pense pas, puisque si vous prenez en compte les différentes constitutions que notre République a eues, vous verrez qu'à divers endroits, on essaie de faire en sorte que la cohésion nationale soit toujours mise en avant. En faisant par exemple, si on s'en réfère qu'à la constitution de la Troisième République, que dans la police comme dans l'armée, qu'il y ait des originaires de toutes les provinces qui puissent être représentés dans toutes les unités. Donc c'est dire que la volonté politique est de ne pas se laisser aller dans les dissensions ethniques. Mais vous savez, moi j'ai fait une interview avec feu le général Paul Mukobo. Je crois que le nom vous dit quelque chose. Oui. C'est l'ancien chef d'état-major des forces terrestres. Un de ses fils a été dans la même école que moi au Kinshasa. Il m'a dit, je dirais 2 ans avant sa mort, que ce qui a détruit les forces armées zaïroises, c'est le tribalisme et le régionalisme. Écoutez, je ne suis pas dans l'armée, je ne pense pas un jour travailler dans mais je sais que vous êtes un scientifique, oui. Un politologue, oui. Juriste. Est-ce que vous avez l'impression que sous Mobutu, il y avait une connotation très tribale au niveau de l'armée? J'ajouterais même au niveau des services. Non, je ne pense pas. Je crois qu'il y avait vraiment toutes les ethnies, toutes les provinces étaient représentées. Ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que certaines unités, j'allais dire, critiques ou névralgiques, étaient entre les mains de personnes originaires de l'ethnie du maréchal Mobutu, ce qui n'a pas empêché qu'il soit trahi par cela même. Ah, c'est pour dire que il ne sert à rien de penser que tant que je gouverne avec les miens, j'ai une assurance vie, c'est ça? C'est vraiment pas une garantie.
Parlons un peu du 30 décembre 2018. Il y a eu élection présidentielle. Tout à fait. Vous pensez qu'il y a eu alternance? Il n'y a pas eu alternance. Il y a pour moi ce que le chimiste Lavoisier aurait dit, rien ne s'est créé, tout s'est simplement transformé. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, si vous regardez la configuration politique qui résulte des résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, vous verrez que toutes les assemblées législatives, qu'elles soient nationales ou provinciales, sont aux mains d'une même et seule famille politique. Or, comme tous les pouvoirs émanent du peuple, ce sont ces membres de cette famille politique-là qui vont constituer tous les pouvoirs exécutifs, qu'ils soient centrales ou provinciaux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous les gouverneurs sont du FCC, du Front commun pour le Congo. Disons la grande majorité. La quasi-totalité est aux mains du FCC. Que dire alors des vice-gouverneurs? Que dire du Premier ministre qui sera nommé incessamment sous peu? Puisque la Constitution est très claire à ce sujet. Le Premier ministre ne peut être qu'issu de la famille politique qui a la majorité au Parlement. Or, il y a un regroupement politique qui a non seulement la majorité mécanique, mais en plus l'a confortée par une signature d'allégeance à leur chef de groupement politique, qui est le sénateur à vie, le seul que nous ayons pour le moment. Depuis le 24 janvier 2019, nous avons un nouveau président de la République, Félix Tshisekedi. J'ai failli dire Wamulumba. Félix Tshisekedi. C'est souvent les mêmes familles qui continuent. Oui. Est-ce que vous le connaissez en personnellement, tant qu'individu? Non, personnellement, je ne le connais pas. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de Félix depuis qu'il a accompli les 100 jours? Écoutez... Est-ce que quelque chose a changé? Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait faire, n'ayant pas encore de gouvernement qu'il aurait lui-même nommé gouverner. Donc il a pu occuper cette première centaine de jours en faisant ce qu'il pouvait faire avec le budget qu'il avait à sa disposition. Il y a des Quinois qui nous téléphonent pour dire un vent nouveau souffle sur le pays, l'ambiance est libérale. Est-ce que vous avez eu les mêmes échos? Non, ma famille vit toujours sur place. La grande majorité de ma famille vit toujours à Kinshasa et ailleurs, dans d'autres provinces. Nous avons toujours les mêmes problèmes. Des enfants qui doivent faire face à des frais scolaires qui sont difficiles à trouver, des problèmes d'adduction d'eau dans les maisons. Et vous savez que la commune de Limete est quand même un quartier résidentiel. Et pourtant, il y a des difficultés pour avoir de l'eau de manière continue. Pareil pour l'électricité, etc. Enfin, la famille Tshisekedi vit aussi à Limete, elle sait de quoi je parle. Depuis 4 mois bientôt, donc depuis le 24 janvier de cette année, il n'y a toujours pas de Premier ministre. À votre avis, c'est dû à quoi? Nous vivons ici en Belgique. Vous savez que la classe politique dit toujours, tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il n'y a d'accord sur rien. Le temps que prend les différents dirigeants politiques pour arriver à un accord gouvernemental est lié probablement à des désaccords, malgré l'entente cordiale qui avait été affichée au lendemain de la proclamation des résultats par la CENI. Plus de 100 jours, ce n'est pas un peu trop, même s'il y a accord sur rien. Ce n'est pas un peu trop? Je ne pense pas. On peut parler de blocage? Certainement, certainement. On ne peut pas dire que si tout était bien aligné, on n'a pas à tergiverser là-dessus. Donc il y a une coalition qui a été mise en place, CACH FCC, et en plus il y a une majorité parlementaire qui est claire et nette. Donc il suffit que les responsables du Front commun pour le Congo puissent proposer au président de la République le nom du Premier ministre, et le président n'aura plus qu'à le nommer. Ensuite le gouvernement sera composé et le gouvernement pourra alors présenter son programme à l'Assemblée nationale, qui est majoritairement entre les mains du FCC. Donc ça passera comme une lettre à la poste. Félix est président de la République. Martin Fayulu revendique la victoire. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'on est retombé dans la crise de légitimité?
Je crois qu'on n'était pas vraiment sorti de la crise de légitimité. Vous voyez, les élections devaient être tenues depuis 2016. Or, nous sommes arrivés en 2018 pour avoir ces élections. La légitimité était déjà en crise à partir de cette date-là. Aujourd'hui, avec les résultats qui ont été proclamés, on peut considérer que la crise de légitimité est toujours là, pour la simple et bonne raison que la Commission électorale nationale indépendante a proclamé des résultats qu'elle n'a pas pu étayer avec des procès-verbaux de dépouillement et de vote. Publier les résultats bureau par bureau de vote. Tel que la loi électorale l'exige. Et lorsque un homme qui a les intérêts de l'État entre ses mains, comme le président de la Commission électorale nationale indépendante, s'abstient de faire un acte qui relève de sa fonction et de sa mission, on parle en droit d'abstention coupable des fonctionnaires. C'est réprimé par la loi. Privation de liberté et amende. Que faire pour sortir de cette espèce d'impasse politique, selon vous? Écoutez, on va certainement, dès qu'il y aura un gouvernement élu, assister à une crise qui va se renforcer. Pourquoi? Parce que la famille politique qui a la majorité dans les assemblées va avoir la majorité dans tous les pouvoirs exécutifs et donc va gérer les finances de l'État. Vous savez, les finances des provinces sont distinctes des finances du gouvernement central. Vous l'avez dit tout à l'heure, la quasi-totalité des gouverneurs sont du FCC. Donc ils vont gérer le pays avec les fonds qui leur sont propres, selon leur vision. Et jusqu'ici, on peut considérer que la corruption avait régné en maître. C'est ce qui explique que malgré toutes ces années au pouvoir, 18 années plus ou moins, il n'y a toujours pas de l'eau dans tous les robinets, pas d'électricité partout, la gratuité de l'enseignement n'est toujours pas au rendez-vous, et j'en passe. J'ai deux petites questions pour terminer. Oui. Si Félix Tshisekedi était en face de vous, comme je suis là, oui, que pourriez-vous lui dire? Je lui dirais ce que je l'ai déjà dit à d'autres de mes concitoyens et de mes compatriotes, qu'il serait temps de mettre en place un bureau national d'investigation qui enquêterait à charge tous les cas de corruption et de crimes politiques et économiques qui ont été commis jusqu'à présent. Au risque pour lui... Le ministère de la Justice est là pour charger des procureurs pour le faire. On a besoin d'une autre structure. Tout à fait. Les résultats ne sont pas là. Est-ce par manque de ressources humaines? Est-ce par manque de moyens financiers? Je pense que ça relève plus d'un problème de volonté politique et d'incorruptibilité des gens qui ont amené ces enquêtes. Et alors, c'est ce que je lui dirais. Il serait temps de mettre en place un bureau national d'investigation, au risque pour lui peut-être d'être lui-même passé au crible. Toute dernière question. Oui. Et si Martin Fayulu était devant vous, que pourriez-vous lui dire? Je lui dirais que ce qu'il fait est tout à fait légitime, mais qu'il faut en stratégie avoir un ou deux coups d'avance sur son ennemi. C'est-à-dire? C'est de la stratégie. Vous voyez, les élections ont eu lieu. Maintenant, le décor est planté. Nous voyons tout ce qui était caché comme ce qui était latent, ce qui était clair, j'allais dire. Maintenant, il faut pouvoir mettre en place des systèmes qui pourraient empêcher que le pire n'arrive. Mais nous parlons de Martin Fayulu qui est un peu opposant par rapport à Félix. Oui. Donc, il doit mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour pouvoir contrer maintenant, on va dire, le totalitarisme qui est en train de se mettre en place. Mais il doit faire quoi concrètement? C'est lutter contre la corruption. Martin Fayulu n'a pas le pouvoir. Il a tout à fait le pouvoir. D'ailleurs, vous-même, tel que vous êtes là, vous avez le pouvoir de lutter contre la corruption. Jérôme Cahuzac, par exemple, en France, a perdu son poste parce qu'un journal d'investigation, Mediapart pour le citer, avait dévoilé des éléments qui pouvaient mettre en péril sa crédibilité, sa légitimité. Je pense que des organisations telles que l'Observatoire des dépenses publiques, telles que le Trésor américain, pour parler des organisations officielles internationales, peuvent commencer à lutter ensemble pour arriver à régler les problèmes qui sont là et qui ont en fait ruisselé jusque dans la Commission électorale nationale indépendante, qui fait qu'aujourd'hui, Martin Fayulu doit encore lutter pour que les résultats soient proclamés. Et si les résultats sont publiés, les procès-verbaux de bulletins de vote sont réellement publiés, peut-être alors saurons-nous qui a été réellement élu par la population. Je vous laisse conclure. Eh bien,
Je voudrais d'abord dire à tous nos compatriotes, je suis d'abord très heureux d'être le témoin de cette histoire. Il y a quelques années, une dizaine ou un peu plus, je n'aurais jamais vu des Congolais ou des Aïrois citer un ou deux articles de la Constitution. Aujourd'hui, je vois presque tout le monde parle de la Constitution et des lois. Je pense que nous sommes arrivés à un point où les gens commencent à se réapproprier leur identité. Et c'est ça qui nous manque depuis quelque temps. Il faut que chacun puisse comprendre qu'il est le co-héritier de la République. Chacun doit comprendre que les richesses nationales lui reviennent individuellement ainsi que collectivement. Et que pour ce faire, chacun, là où il est, doit devoir lutter contre toute forme de totalitarisme, de parti unique et de confiscation des richesses nationales. Des lois existent, une constitution existe. Il faut que ces lois et cette constitution soient appliquées. La loi est dure, mais c'est la loi. Il faut qu'elle soit appliquée de manière égale vis-à-vis de tous.